Alors bonjour mesdames, alors on va reprendre, vous avez peut-être le texte, le Rav Dessler devant vous, non? Alors on en est page 57. Le Rav Dessler concluait en disant Michelotier et Levavo Adain, donc celui qui n'a pas purifié son cœur. Vechi en noshum sikoim leasik maskanot shelemet. Quelqu'un qui n'a pas fait un travail de midot, ça veut dire de faire un travail spécifique sur soi, il n'a aucune chance, il dit, d'avoir des conclusions qui soient justes. C'est-à-dire qu'intellectuellement, quand on va réfléchir et qu'on est de façon permanente confronté à ces midotes, vous voyez, parce qu'il y a notre faculté intellectuelle à penser, on a aussi notre nature, et que tout ça, ça se mélange. Et effectivement, si on est cohérent, alors on va faire obligatoirement travailler sur soi-même pour que la lecture intellectuelle des événements elle puisse se comprendre en fonction de nos midotes. Il dit c'est pour ça qu'on ne peut jamais être sûr et certain de nos conclusions. Par contre, il y a quelque chose qu'on peut garder en main. Que si quelqu'un qui veut avoir des connaissances ou bien avoir des opinions, ça ne peut pas se faire sans une petite guerre. Ça veut dire que s'il n'y a pas de confrontation intérieure entre ce que je vis et de ce que je suis, difficile de croire qu'on va arriver à des conclusions qui soient justes. Si quelqu'un il a des facilités à faire des choix, on ne parle pas de choses qui sont simples à décider, mais des choses qui sont compliquées à décider, des choix de vie par exemple, et qu'il n'y a pas une confrontation intérieure, et qu'il va faire des choix difficiles mais sans réfléchir, c'est que forcément il doit y avoir quelque chose à l'intérieur de soi qui l'a fait pencher, il est intéressé intérieurement à faire ce choix. Et donc s'il n'y a pas de milchama, il n'y a pas une forme de guerre, de guerre intérieure, hein? Une lutte intérieure, une lutte intérieure, ouais, de savoir est-ce que je fais bien, est-ce que je n'ai pas de parti pris, oui. Quand on a dit la fois dernière, alors on a décidé d'expliquer que quand on décide, on se pose une question, quand on se pose une question, je veux dire, il posait la question de savoir est-ce qu'on avait le droit de jouer aux échecs Shabbat, ouais. Quand je me pose la question, c'est que j'ai envie de jouer aux échecs. Donc quand j'ai envie de jouer aux échecs, est-ce que j'ai pas déjà une tendance à penser que c'est permis, parce que j'ai envie de jouer? T'as compris? C'est ça le problème, c'est que dès l'instant où on a envie de quelque chose, est-ce qu'on ne réfléchit pas dans le sens de l'intérêt qui est proposé par la question? Voilà, c'est ce que dit le Rav Dessler. Donc c'est une conclusion qui arrive avec difficulté, oui. C'est interdit aux échecs? Comment? Non, il se pose la question, ça va être droit de jouer alors. Mais si je me pose la question, c'est que j'ai envie de jouer, sinon j'aurais pas posé la question. Donc il explique, il dira donc c'est seulement une conclusion, quelque chose qui lui arrivait avec une difficulté, dans l'intérêt de découvrir la vérité. Donc c'est une guerre, une lutte contre ses partis pris. Que de cette manière-là, on pourrait imaginer, envisager qu'elle soit vraie. C'est-à-dire que le Rav Dessler, il parle d'objectivité en fait. Vous avez compris? Que le sens de l'objectivité, est-ce que ce que je vis, est-ce que ce que je pense est subjectif et une sorte de parti pris, un intérêt personnel, intellectuel de pouvoir dire j'ai jugé, mais c'est dans l'intérêt de moi, ou j'ai jugé parce que effectivement c'était l'intérêt d'Hachem, c'est l'objectivité, le regard que je devrais avoir, ce regard neutre en fait. Vous voyez, quand je pense, je suis neutre. Peut-être que c'est ça qu'on peut éventuellement comprendre, que quand Hachem envoie des épreuves dans la vie, oui. Par exemple, imaginez-vous, dans la parachute de cette semaine, Yosef il va raconter ses rêves. Il va dire, voilà, j'ai rêvé, il a rêvé de 2 rêves. Il a rêvé, au premier rêve, il a rêvé des gerbes qui se prosternent à lui. Ouais. Il a dit, voilà, vous étiez des gerbes. Il dit à ses frères, vous étiez des gerbes qui se prosternent à moi. Il dit, mais c'est pas seulement, j'ai un autre rêve à vous raconter, et vous étiez aussi des étoiles qui se prosternaient à moi, et mon père et ma mère aussi. Donc il y a une forme il a l'impression que c'est un homme orgueilleux. Et c'est ce que vont dire ses frères. On dit, mais quoi, tu vas régner sur nous? Absolument, est-ce que tu vas régner sur nous? Ouais, est-ce que tu vas nous gouverner? C'est qu'est-ce que tu veux nous dire? Quand tu vas nous rabaisser au point de dire, je suis votre gouverneur, votre roi. Et donc ils ont tout de suite pensé il avait pris la place de Yehuda, qui était le roi d'Israël, parce que même Yehuda se prosterne à lui. D'accord? Donc, qu'est-ce que fait Hachem dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'il fait? Il a organisé la vente de Yosef. Ça veut dire que eux, ils ont pensé l'assassiner carrément. Ils ont dit, bon, on va pas l'assassiner, on va le vendre. Et donc, ils l'ont vendu à des Ishmaélim.
à des Ishmaélites qui l'ont vendu à des Médanim, et les Médanim l'ont vendu à des Mitzrim et des Égyptiens qui l'ont vendu à Potiphar. Potiphar qui était le ministre à l'époque en Égypte. Donc finalement, ils ont pensé mal en le vendant, mais finalement Hachem il dit, bon, de toute façon son rêve, ça ne correspondait pas ni à droit de quoi que ce soit, c'était droit de vice-roi d'Égypte. C'est ça le projet divin. Donc Hachem il se retrouve là-bas. Mais qu'est-ce qu'il a dû passer comme épreuve Yosef pour arriver à être le vice-roi d'Égypte? Ben, il a été vendu esclave. Pourquoi esclave? Pourquoi esclave? Pourquoi le fait d'être un esclave, c'est... Hein? D'ailleurs, sa mère n'a jamais prosterné devant lui parce qu'elle est morte. Oui, d'accord, mais pourquoi il a été vendu esclave? Pourquoi Hachem a décidé que finalement ça serait esclave? Hein? Parce que qu'est-ce que c'est qu'un esclave? Ben, un esclave, c'est quelqu'un qui travaille, mais pour les autres. Non. Est-ce qu'on peut se vanter d'être un esclave? Non. Hachem lui dit, écoute, utilise la potentialité qui est en toi. N'essaie pas de rayonner à l'extérieur parce que ça dérange. Par contre, ce que tu peux faire, arrête de parler de toi. Arrête de parler de toi, mais fais ce que tu es, c'est-à-dire quelqu'un de brillant, quelqu'un d'intelligent. Donc tu vas devenir un esclave. C'est quoi un esclave? C'est quelqu'un qui œuvre pour les autres, qui fait de soi quelque chose, sans parler de soi. On ne peut pas se vanter d'être un esclave. Après, il va arriver chez Potiphar, mais il va réussir là-bas, il va se coiffer, s'arranger. Ouais, et de nouveau, Hachem va dire quand ton père est en deuil de toi et toi tu ne penses qu'à toi, il va passer par la prison. Mais vous avez vu qu'à chaque fois, le problème c'est le vêtement. Vous avez remarqué ou pas? Son père lui offre un vêtement, ce vêtement est source de jalousie. Qu'est-ce que vont faire les frères de ce vêtement? Ils vont le tuer ce vêtement, ils vont le tremper dans le sang, ils vont l'asperger de sang. Ensuite, la femme de Potiphar, elle va prétexter qu'elle a été abusée par Yosef en regardant le vêtement. Vous avez vu? Il est rattrapé par ce vêtement à chaque fois. Pourquoi? Hein? Son problème, il extériorise, c'est ça. Hein? Il est beau, mais pourquoi la beauté, elle sert à quelque chose. Mais malheureusement, il ne l'introduit pas dans lui, il est à l'extérieur. Et cette problématique d'exposer ce qu'on est, ouais, ça dérange, parce que ça crée de la haine gratuite. Ça veut dire la haine gratuite, ça veut dire pourquoi lui et pas nous? C'est une injustice. Et ça crée l'otarmod, ça crée plein de... la convoitise, la jalousie, la haine, ça crée plein de problèmes. Mais jusqu'à quand ça va durer? Jusqu'à ce qu'il va être capable de dire devant Pharaon, vous savez, c'est pas moi qui vais interpréter vos rêves. C'est très audacieux, c'est très courageux de sa part. Parce qu'il a très envie de sortir de prison. Il a l'occasion unique de pouvoir sortir de prison. Il se retrouve en Pharaon. Et qu'est-ce qu'il va dire? Biladai. Vous savez, c'est pas moi. Hachem. C'est-à-dire, je suis un grand psychanalyste, c'est vrai, mais cette intelligence, elle vient pas de moi, elle vient d'Hachem. C'est très très compliqué de dire ça. Mais ça, c'est la capacité objective de reconnaître que c'est Hachem qui est derrière. Vous avez compris? Ça, c'est l'Igdolim, ça. Des gens qui ont fait un travail sur eux-mêmes. Ça a pris 13 ans, il a travaillé 13 ans sur lui-même pour arriver, non pas à éteindre ce qu'il est, mais à, on va dire, se mettre au service de quelque chose en exploitant ce qu'on est. Vous avez toute son intelligence et toute sa capacité à exercer de l'influence, elle passe par un message qui est celui d'Hachem. Cette objectivité-là, c'est ça dont parle le Rav Dessler. Ça veut dire que tu pourrais, il aurait pu très bien dire, ben, c'est l'occasion jamais de me vendre. Voilà, je suis un grand économiste, un grand psychanalyste, je vais interpréter les rêves de Paro et je vais même lui dire que je suis un grand économiste et je vais régler son pays et tout ça. Il pourrait se vendre ou pas? Mais c'est pas ça qu'il a dit. C'est ce qu'on aurait pu croire qu'il allait faire. Mais ça, il aurait été parti pris de ses intérêts personnels, mais c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, vous savez, c'est pas moi. Il a eu un discours religieux avec quelqu'un qui est idolâtre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est en Égypte. Il a dit, mais c'est pas moi, c'est Hachem. Et l'autre, il va dire, mais quoi, Hachem, il a donné un corps aussi grand à cet homme. Vous avez compris ce qu'il a réussi à faire, c'est incroyable. Mais ça, c'est dans l'objectivité qu'il avait de laisser passer un message. C'est pas lui qui pense, c'est Hachem qui pense. Ouais. Je traduis ce que je vis à travers ce que la Torah voudrait me faire dire. Mais pas ce que moi, je pense dire. J'utilise la Torah pas par des intérêts personnels. J'utilise Hachem par intérêt personnel. Non, c'est l'inverse qui se passe. Mais pour avoir ce regard, il faut faire un travail sur soi. Et c'est ça qu'Hachem lui propose. L'épreuve d'avoir été chassé de sa maison, l'épreuve d'avoir été passé par la femme de Potiphar, l'épreuve d'être passé par la prison, ça a canalisé un homme qui s'appelle Yosef, qui a été capable d'être soi-même sans passer par le regard que les autres auraient de lui. Ou que lui, il aurait voulu que les autres aient de lui. Vous avez compris? C'est très important de comprendre que toutes ces épreuves lui ont permis de s'affiner. C'est-à-dire d'être un homme capable de juger objectivement une situation et pas de juger dans l'intérêt de soi. Parce que dans l'intérêt de soi, il aurait largement dû dire « Ah, parole, vous savez, je vais vous expliquer ce qui est votre rêve » et puis il serait sorti grandi de ça. Mais c'est pas ça qu'il voulait. Voilà, c'est ce qui se peut en dire. Donc on ne peut pas arriver à des mascarades, c'est-à-dire à des conclusions objectives si on n'a pas fait un travail sur soi-même parce que
Nous sommes le mélange de ces deux notions. Nous sommes des penseurs, mais aussi nous sommes des gens intéressés. Et le problème, c'est que ce mélange fait que, est-ce que c'est moi qui pense, ou c'est mes intérêts qui pensent? Je ne sais pas qui pense. Quand je décide quelque chose, je ne sais pas qui décide. Est-ce que c'est mon Yetzirah qui décide pour moi, c'est mes intérêts personnels qui décident pour moi, ou c'est moi qui ai décidé, je ne sais pas. Donc pour être capable d'être sûr que le message il soit objectif et que ce soit vraiment moi qui ai décidé, oui, mais pas mes intérêts qui ont décidé pour moi, qu'il faut faire un travail de midot sur soi. Donc il faut avoir peur de ça, c'est ça qu'il faut avoir peur de ça. Nid Molenna à la dame, donc il dit que ça, mais on va réfléchir, dit le Rav Dessler. Donc je suis dans le prochain paragraphe, Da Machetachid. Sache quoi répondre. Nid Molenna, donc venons, réfléchissons. À la dame, Abba Larkor Mechadash, quelqu'un qui voudrait faire une analyse nouvelle, B Samchut Sichlo Bilvad, seulement en s'appuyant sur son intellect. Voilà, on va s'appuyer que sur son intellect. Al-Bayot Ikroniot, sur des problèmes essentiels de la vie. Kegon, im livra olam betachid mechouvelet. Est-ce qu'on va se poser la question devant le dessert, est-ce que le monde a été créé dans un but particulier? C'est une question. Quel était l'intérêt d'Hachem de créer le monde? C'est une question qui se pose. Im adam achari avour maasav. Est-ce qu'un homme est responsable de ses actes? Voilà, ce sont des questions philosophiques qu'on pourrait se poser. Est-ce qu'un homme est responsable de ses actes? Il dit au cas de ou d'autres exemples comme ça. Donc quand ce sont des questions qui ont du poids, ça veut dire qui sont la base de l'existence, la base de mes choix personnels. Voilà. Quand je vais décider, est-ce que je reste en France ou je pars en Israël, est-ce que je change de métier, est-ce que je change de mes enfants d'une école, etc. Ce sont des choses, il va y avoir des fractures qui vont être des fractures qui soient soit valorisantes, bonifiantes, soit qui vont être destructrices, je ne sais pas. Comment je décide? C'est pas des petits choix, c'est pas dire tiens ce matin on va manger une baguette, ou on va manger des gâteaux, je sais pas, ou des choses qui sont simples à penser. Il y a des choses, des fois des choix de vie, qui sont des choix qui soient des orientations nouvelles de ma vie. Comme ici de penser, par exemple, est-ce que le monde a été créé dans un but particulier? C'est une question qu'on doit se poser. Il dit, Naniach, proposons chez Adam Zé, ou Baal Sechet Harif. On parle de quelqu'un qui est intellectuellement puissant, c'est-à-dire qui a une structure mentale bien aiguisée, voilà. Donc, objectivement, il va réfléchir. Klomar, Meloumad ou Maskil. Quelqu'un qui a une connaissance, Meloumed, c'est-à-dire qui a une expérience, on va dire, et Maskil et qui est intelligent, qui a une analyse profonde. Aval Bema, Shenogia, les Midot, Aeneu Ish, Shemerolam, Lonichnas, Beovi, Akura, Lavod, et Atzmo. Mais par contre, on parle de quelqu'un qui n'a pas fait un travail de Midot particulier. Oui. Aval Bema, Shenogia, les Midot, donc ce qui touche à ses Midot, à ses vertus, et Aeneu Ish, Shemerolam, Lonichnas, il n'est jamais rentré, Beovi, dans l'épaisseur de la coura de la poutre. Ça veut dire qu'il n'est jamais rentré dans ce problème. Il ne s'est jamais posé le problème de ses midotes. Voilà. À ce moment-là, de façon sérieuse, qu'aider la faire et tiv'o agas. Pour inverser sa nature grossière, on va dire, ou le taken midota varaot, et pour réparer ses mauvaises midotes. Ça va? Donc il n'avait jamais fait un travail personnel. Par exemple, ce que Rav Dessler dit, en fait, c'est quelque chose de fondamental. Pourquoi? Parce que même chez les non-juifs, on va dire qu'ils ont des grandes écoles, ils forment des grands penseurs. Mais on voit des scandales. Des gens qui ont fait l'ENA, des grandes écoles, et puis bon, des scandales qui sont même rabaissants. Oui. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on n'a pas compris une chose. C'est qu'on peut former des grands intellectuels, mais c'est des gens qui vont s'arranger intellectuellement avec le pouvoir qu'ils ont dans la société. Vous avez compris? Ça veut dire que le problème, c'est qu'il n'y a pas de travail de midot. On n'apprend pas à l'école à faire attention à ces midot. Ça veut dire, fais attention parce que tu pourrais réfléchir dans tes intérêts personnels. Tu es ministre de je sais pas quoi, tu t'intéresses, tu vas être ministre pendant 2-3 ans. Il ne faut surtout pas rater l'occasion de t'enrichir à ce moment-là. Donc, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas faire des trafics de je sais pas quoi, tu vas t'acheter des appartements au crédit de l'État, tu vas détourner de l'argent ailleurs. Vous avez compris? Le problème, c'est qu'on est dans l'intérêt du pouvoir. Parce que c'est des gens qui ont le désir du pouvoir, mais dans l'exploitation du pouvoir. Et ça, c'est grave. Ça veut dire ils n'ont pas fait l'ENA ou des grandes écoles pour arriver à être des gens qui vont servir la France, mais des gens qui vont se servir de la France. C'est ça le problème. Donc vous avez compris qu'on forme des intellectuels, mais on n'a pas fait en parallèle un travail de midot, de morale, de moralité. Oui. Oui, c'est ce que je dis, les midot. Les midot, c'est la morale. Oui, des idéaux, bien sûr, des valeurs, des idéaux. C'est-à-dire qu'on adhère, quand je parle d'intellect, c'est-à-dire qu'ils ont des idéaux, intellectuellement, ils ont des idéaux, ils ont des valeurs d'honnêteté et de franchise. Le problème, c'est est-ce que je ne le fais pas dans l'intérêt de moi? Ça va, vous avez compris? Voilà. Par exemple, dans la paracha de cette semaine, encore une fois,
on remarque une chose qui est un peu contradictoire, c'est que les frères de Yosef, nous dit la Torah, qu'après qu'il ait dit du Lachon Hara sur ses frères, du mot de Sichemra, ouais, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il est marqué dans la Torah que Lo Yachlou Dabero les Shalom. Quand ils ont vu la différence qui existait entre eux et leur frère Yosef, vis-à-vis de leur père, ils ont dit Vayiru Echav. Vayiru Echav. Ils ont vu ses frères. Kioto Ahavaviem, que lui était préféré de leur père, Mikol Echav, de tous ses frères, Vaisnu Oto. Ils ont haï, dit la Torah, Velo Yachlou Dabero les Shalom. Ils n'ont pas pu parler Béchalom. Et Rachid nous explique là-bas, et Rachid dit là-bas sur place, Mitok Gnutam. C'est vrai, c'est désastreux, c'est honteux ce qu'ils ont fait d'avoir haï leur frère. Ça se fait pas. Anardou l'obdi Shifram, on apprend qu'ils étaient louables. Que quoi? Que l'eau d'Ibrou Echad Bepe Echad Belev. C'est pas des gens qui ont été hypocrites. Ils pensaient une chose dans leur cœur, ils auraient pu haïr leur frère. Ils ont dit oui, on est des frères, ils auraient pu avoir un langage de fraternité. Ils disent non, ils étaient francs. Ils n'étaient pas Echad Bepe Echad Belev. Genre un dans la bouche et un autre dans le cœur. Non, ils n'étaient pas hypocrites. Donc on apprend qu'ils étaient honnêtes. Ils étaient francs. Ils ont dit non, on ne peut plus te parler. Avec ce qui s'est passé, on ne peut plus te voir. Ils ont dit franchement ce qu'ils se pensaient. Qu'est-ce que ça nous apprend? Ils étaient droits ou pas? Ils avaient des valeurs ou pas? Mais ça a entraîné quoi la droiture? Ça a entraîné une fracture. Vous avez compris ou pas? C'est-à-dire que c'est un vrai problème de conception, ça. Tu dis, nous, on veut que nos enfants soient des tzadikim. Est-ce que les enfants de Yaakov étaient des tzadikim? Ben aïe. Mais qu'est-ce que ça peut entraîner des fois, malheureusement, quand c'est mal compris? La tzidkout peut entraîner une fracture familiale. Parce que, quelque part, on a des principes fondamentaux qu'on ne ment pas aux gens. Il ne faut pas mentir, il faut dire ce que tu penses. Il faut être franc dans la vie, c'est vrai. Mais cette franchise, elle peut être un désastre. Parce que la Petor Bitok Gnutam, que la haine qu'ils avaient derrière, qui était bien sûr pas une aide franche, qui était inconsciente, n'est-ce pas? Elle a entraîné que, par franchise, on peut être franc à la fois, et à la fois on se rend compte que cette franchise, elle entraîne un désastre. Que ça va entraîner que finalement, vous avez compris qu'on peut avoir des idéaux qui soient justes. Seulement, à quoi ça sert d'être un tzaddik si c'est pour arriver à s'autodétruire? On t'a pas appris à être quelqu'un de franc pour arriver à te séparer de ton frère. C'est pas ça la tzidkout. Vous comprenez? On t'a pas. Ça veut dire que vous avez compris qu'il y a un travail de midot évidemment qu'il faut faire derrière. Parce que la différence qui est occasionnée par le fait que Yaakov, il crée des avantages avec cet enfant, ouais. Pour lui c'est justifié évidemment, vous comprenez, en tant que parent, on sait pourquoi on fait des cadeaux. Le problème qu'on a, c'est est-ce qu'on le voit avec le regard de l'enfant qui le subit, ou on le voit en tant que parent qui le faisons. C'est ça le problème, vous comprenez ou pas? Vaïrou et Chav, il a vu, ses frères ont vu que son père faisait une différence, mais est-ce que lui il a vu? Hein, il n'a pas vu comment ça se fait. Parce que lui, ça justifie la différence. Il sait pourquoi il offre à Yosef ce cadeau, il sait pourquoi il apprend la Torah à cet enfant en particulier, il le sait lui. Mais comment c'est perçu par les autres? C'est dangereux, vous avez compris? Ça veut dire qu'il faut rentrer dans la tête de l'enfant qui subit ce qu'on nous, on organise. Ça veut dire qu'il faut être objectif aussi au regard des autres. Pas dire, mais moi je sais pourquoi je le fais moi. Parce que Yosef, il a une grande sadique, il a une bonne tête, il est intelligent, c'est lui qui est mon enfant préféré, vous avez compris? Encore une fois, on fait des choix, on ne se rend pas compte des fois qu'on fait des choix qui sont intéressés, mais pas malheureusement objectivement perçus par la personne qui les fait. Parce que si j'étais à la place de celui qui l'a subi, quand je suis l'enfant qui n'est pas Yosef, je dis mon père il préfère Yosef que moi. Et ça va aussi entraîner une différence de haine. Vous avez compris? Cette différence, ça va créer de la haine obligatoirement. Il faut faire attention quand on agit dans la vie, de ne pas faire des actes qui vont être mal compris par les autres. Parce que l'enfant ne va jamais vous dire ce qu'il pense. Yosef et Yaakov, il a fait des cadeaux à ses frères, mais ils n'ont jamais dit, papa, vous avez vu comme c'est paradoxal, écoutez-moi bien. Qui c'est qui crée la différence entre les enfants? C'est qui là dans le cadre de... Hein? C'est qui? C'est Yaakov. Mais non, papa, il offre des cadeaux à mon frère. Papa, il apprend la Torah avec mon frère. Papa, il a encore du Lachon Hara sur nous, il dit rien. Vaïsnou qui? On a haï qui maintenant? Pourquoi on a haï Yosef? On aurait dû haïr qui? Le père. Vous avez vu la logique de l'enfant? Mais non, il fallait haïr papa. Papa, il n'a pas honte de faire ça. Papa, il n'a pas honte de... Je peux plus supporter papa. Non, je ne vais pas supporter mon frère. Mais qu'est-ce que ça va avec mon frère? Mon frère, il fait que subir la différence que mon père a créée. Vous avez compris, la logique d'un enfant, c'est pas la même. Donc si je n'ai pas abordé cette logique-là, je vais me tromper dans mes jugements. Mais ce jugement, il est émotionnel. Je me mets à la place de l'enfant. Vous avez compris ce que ça veut dire? Et donc si je me mets à sa place,
Je lui dis, bah tiens, j'ai fait une gaffe. Parce que manifestement, cette différence, imaginez que cette différence, elle a fait que Yosef, il a été vendu, on s'est tous retrouvés en Égypte un jour à cause d'une kétonnée de passim. Comme ça dit la Gemara. À cause d'un vêtement à 20 euros, on s'est retrouvés en Égypte 420 euros. Est-ce que vous imaginez cette situation? C'est-à-dire qu'il faut faire attention de ne pas créer des fractures. Et ça, c'est, tu le sais intellectuellement, mais est-ce que tu le comprends, est-ce que tu le vis intérieurement? Est-ce que tu te mets dans tes midotes? Toi, tu vis, tu réfléchis comme un père, mais des fois, il faut réfléchir comme un enfant. Est-ce que tu es capable est-ce que tu es capable de sortir de toi, ouais? Et est-ce que même des fois dans ta vie, tu es capable de te justifier auprès d'un enfant? Est-ce que tu es capable de poser la question, de leur poser, est-ce que vous pensez que j'ai bien fait? Mais je dis, mais moi, j'ai rien à proposer à mes enfants. C'est moi qui décide ici, vous comprenez? Je ne suis pas dans la souffrance de celui qui va subir, parce que je suis le maître. Mais est-ce que tu peux casser tes midotes un petit peu des fois dans ta vie, pour te demander, ouais, ou bien demander, est-ce que ce que tu fais, c'est juste aux yeux de tes enfants? Vous avez compris ça? Il y a toujours une confrontation de midotes. Comme par exemple, un autre exemple. Dans Parashat Vayechi, c'est marqué là-bas, que Yaakov, il a demandé à son fils Yosef de l'enterrer en Israël. Il dit, je vais mourir, je ne veux pas être enterré en Égypte. Ouais. Je t'en prie, jure-moi que tu m'enterreras en Israël à Hebron. Bon, il lui demande quelque chose de très fort quand même, de très difficile pour Yosef, parce que Yosef, il est vice-roi d'Égypte. Allez, vas-y, barre d'Égypte et va à Hebron en Israël. Vous imaginez le voyage à l'époque en chameau, là? Vous imaginez le temps passé? Le temps passé, combien de temps il faut qu'il se libère? Mais comment il va s'arranger? Il dit, jure-moi que tu vas le faire pour moi. Bon. Mais là-bas, Rachid continue, il dit là-bas, il dit, je sais que tu m'en veux. Yosef, il a accepté ou pas? Hein? Bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il pense, Yosef? Vous savez ce que dit Yaakov? Il dit, je sais que tu m'en veux. Mais je t'ai rien demandé, moi. Je dis, oui, je sais que tu m'en veux parce que ta mère, je ne l'ai pas enterrée en Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il dit, moi, je te demande de faire des efforts pour moi, ce que je n'ai pas fait pour ta mère. Mais non, Yaakov, il comprend que ça peut être quelque chose de frustrant pour son fils. Parce que si c'est tellement important d'être enterré en Israël, et au point que tu me demandes de faire des efforts aussi importants que de t'enterrer là-bas, alors pourquoi tu ne l'as pas fait pour ma mère? Et si c'est pas important, alors pourquoi tu me demandes de faire des efforts aussi grands? Si tu ne l'as pas fait pour ma mère, c'est que c'est pas important. Après, tu me demandes de le faire. Vous avez compris? Cette frustration, elle fait partie des traumatismes de l'enfant. Mais il faut rentrer dans la question. Je dis, non, moi je sais que j'ai pas envie d'être enterré ici. Arrange-toi, fais comme tu peux, arrange-toi pour que je sois enterré ailleurs. Sans me préoccuper de ce que j'ai créé chez lui. Parce que cette demande, c'est une contradiction évidente. Il lui dit, je sais que tu m'en veux, parce que je sais que je ne l'ai pas fait à ta mère. Donc tu te poses la question. Pourquoi c'est important de répondre à la question de cet enfant? Pourquoi c'est important de répondre à la question que Yosef il se pose, qui est sous-entendue dans la proposition de Yaakov Avinu? Pourquoi c'est très important de répondre à ça? Est-ce qu'on a envie, nous, en tant que parents, est-ce qu'objectivement, j'ai envie de m'expliquer devant mes enfants? Je dis, qui comprennent, tant mieux, s'ils ne comprennent pas, c'est pas grave, ils comprendront un jour, c'est pas grave. Est-ce que c'est un travail de midote déjà? De dire, mais moi, est-ce que je suis le dominant? Ou je suis là, j'ai une fonction de, pas de dominant, je suis un travail d'éducateur, je suis un parent. Vous avez compris? C'est l'amalgame qu'on pourrait faire parce que par orgueil, parce que j'ai pas envie de me rabaisser, j'ai pas envie de... Il y a quand même une hiérarchie qui doit être respectée. Et sous prétexte de hiérarchie, je ne veux pas me rabaisser à l'idée d'expliquer à mes enfants ce qui pourrait être une souffrance. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, ne crois pas qu'il y ait un problème météorologique. Genre, il pleuvait tellement qu'on n'a pas pu l'enterrer autre part qu'à l'endroit où je l'ai enterré. Non, la journée était sèche, la terre était craquelée, carrément, c'était une grande sécheresse. Il y avait largement la possibilité d'aller l'enterrer là où il fallait. Seulement à pied d'Ivoire, Hachem m'a dit, il faut l'enterrer là parce qu'un jour, elle va prier pour ses enfants, quand ils sortiront d'Israël, parce que Nebuzradan, qui était un des chefs militaires de Nebuchadnezzar, il va nous chasser d'Israël, elle va pleurer, à ce moment-là, ils vont passer devant sa tombe, elle va pleurer pour qu'on puisse retourner en Israël un jour. Voilà ce qu'elle a dit. Donc c'est pour ça que je l'ai enterré là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'Yaakov, il a dit deux arguments. Un argument physique et un argument spirituel. Il a mis le physique avant le spirituel. Il ne croit pas que c'est à cause de la météo. Bon, j'aurais largement pu... Et il a dit après, mais malgré tout, pourquoi l'argument religieux n'a pas suffi? Il n'a pas dit à son fils, ouais. Il a dit, Hachem a décidé comme ça. Ça aurait été suffisant ou pas? Ça aurait été suffisant ou pas? Il dit, Hachem, pourquoi il a besoin de dire, tu sais, il ne croit pas qu'il pleuvait. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait la pluie? Il ne croit pas qu'il pleuvait, tellement il pleuvait qu'on glissait partout, il est obligé d'enterrer sur place. Il dit, non, il ne pleuvait pas du tout. Pourquoi j'ai besoin de m'expliquer physiquement? Et pourquoi j'ai besoin de m'expliquer religieusement? Et je mets le physique avant le religieux. C'est marrant, dans l'argumentation de Yaakov, dans le Midrash, c'est marqué qu'il a d'abord dit, ne crois pas qu'il pleuvait, il ne pleuvait pas. Et ne crois pas que... Très important de justifier ça. Les deux. Pourquoi les deux?
L'objectivité. L'objectivité. Parce que je peux lui dire, tu sais, Hachem, il m'a dit de l'enterrer là. Vous savez ce qu'il peut penser l'enfant? Il peut dire, bah, ça va, ça t'a arrangé bien. Hein. Ça va, t'es content qu'il ait dit ça, parce que ça, tu t'es pas trop fatigué. Moi, tu me demandes de faire des efforts. Tout ce que je vous dis est inconscient. Hein. Il dit, moi, tu me demandes de faire des efforts, mais toi, tu fais pas des efforts. Et ça t'arrange qu'Hachem, il t'ait dit de l'enterrer sur place. Peut-être qu'il pleuvait trop, et que ça t'arrangeait de ne pas l'enterrer ailleurs. Bon, Hachem, il m'a dit de l'enterrer là, comme ça, je me casse pas la tête. Ça t'intéressait, hein? Alors, j'ai obligé de dire, non, ne crois pas que j'avais un problème physique. J'aurais pu l'enterrer facilement. Ça va? Ça veut dire que ce n'est pas un problème de fatigue. Parce qu'il y a deux choses qu'il faut comprendre. Il faut répondre au physique et il faut répondre à l'intellect. C'est ça l'objectivité. Maintenant, je suis obligé de retirer ça du cœur de l'autre. Je suis obligé de me rabaisser des fois pour m'expliquer, de me justifier devant mes enfants ou devant la personne qui est en dessous de moi. Pourquoi? Parce que Yaakov, il va mourir. Yaakov, il va mourir. Qu'est-ce qu'il va dire, Yosef? Mon père, il était super. C'est moi, il n'a pas enterré ma mère. Vous avez compris ce qu'il va rester? Il va rester une tare. Et ça, il ne faut pas que ça reste. Il ne faut pas que dans la tête de Yosef, un jour, on puisse dire, mon père, il était extraordinaire. Hein. Mon père, il m'a pris la Torah, mon père, il a fait des choses fantastiques. Ça m'a, je ne comprends pas pourquoi il n'a pas enterré ma mère. Il m'a demandé à moi de faire des efforts. Il va rester une tâche dans la tête de Yosef. Cette tâche, il faut l'effacer, il faut l'enlever. Il faut être capable de se rabaisser soi-même pour arriver à comprendre que la tâche, elle existe. Ça va. Et que peut-être qu'il a appris des enseignements de ça, justement, de dire, d'expliquer, qu'à un moment donné, il crée une différence de la Gemara en Shabbat Anidafiou, de dire que lo yishone Adam ben Adam, il ne faut pas faire de différence dans les enfants, parce que ça crée des désastres familiaux. Ouais. Et maintenant qu'il a compris ça, il est capable de rentrer dans le regard de celui qui le regarde. Au départ, il est marqué, ils ont vu ses frères, que Yosef, il était préféré de ses enfants. Cette différence, il ne l'a pas vu, lui, c'est ses enfants qui l'ont vu. Maintenant, il est capable de regarder le regard, d'avoir un regard qui est le regard de celui qui va subir ses ordres, subir ses choix. Je te demande de m'enterrer en Israël. Ok, je te fais subir un choix. Mais peut-être que ça te dérange parce que je n'ai pas fait ça à ta mère, vous avez compris? Il réfléchit dans l'esprit de ses enfants et pas dans l'intérêt de ses propres objectifs personnels. Mais ça s'appelle des midotes, ça. Vous avez compris? On est dominant, on est dominant. C'est dur de se rabaisser à ses enfants et dur de s'expliquer devant ses enfants. De se justifier devant ses enfants, c'est dur ça. Mais ça travaille de midote. Mais dans l'intérêt de quoi? Dans l'intérêt d'évacuer une mauvaise image que mes enfants ils auraient de moi. Vous avez compris ou pas? C'était le fait que Yaakov allait bientôt donc, mourir, donc pour ne pas qu'il y reste une fausse image, un faux jugement, une fausse image. Qui est grave. Mais en fait, pour la tunique, comment ça se fait que Yaakov n'a pas essayé de se justifier vis-à-vis des autres? Ben c'est ça qu'on lui reproche. Il a été méchané Ben Abaïm, il a fait des différences. Par exemple, je donne un exemple. Vous allez vouloir faire un cadeau à vos enfants. Vous dites, bah tiens, allez, je vais lui acheter un vélo. Vous dites à vos enfants, aux autres, vous croyez qu'il mérite un vélo? Vous dites, ah non, un vélo c'est trop quand même, il faut exagérer. Pour ce qu'il a fait, un vélo c'est trop, par exemple. Vous imaginez, j'aurais offert un vélo et ça aurait créé une fracture. Moi je voulais bien faire et ça aurait créé. Ils ont dit, mais c'est pas logique, c'était pas normal. Heureusement que j'ai posé la question, parce que je sais que, moi je pensais que c'était normal, mais c'est pas normal. Aux yeux des autres, c'est un problème. Donc, comme je veux pas faire un cadeau qui soit en fait un poison, j'ai pas envie. Donc je lui dis, écoute, oui, forcément, vous avez raison, donc on va diminuer, on va faire autre chose. Et je vais offrir, mais je vais faire offrir en fonction du regard que les autres ils ont de ce que je fais. Parce que ce que je vais faire, ça a forcément une conséquence. L'enfant, il ne réfléchit pas, en fait, il voit. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit que lui, il a eu et moi, j'ai pas eu. C'est injuste, vous comprenez? Voilà. Donc c'est ça qu'il faut se remettre dans la conception dans la capacité que l'autre a de penser. C'est pas un intellectuel, un gosse, c'est pas un intellectuel. Il comprend pas forcément. Il voit qu'il y a des différences qui ont été créées. Comme par exemple, les parents se disputent devant leurs enfants. Les parents se disputent. Bon, ils crient comme et puis les enfants sont spectateurs de ça. Et le matin, ils se sourient. Voilà, la maman, elle dit oui, mon chéri, je ne comprends rien. Qu'est-ce qu'on comprend pas? Juste vous expliquez quoi qu'on comprend pas quoi? Il dit, maman, elle s'est écrasée. Voilà, maman, elle s'est écrasée devant papa parce que papa, il a crié, et maman, elle se l'a fait. Ou l'inverse, maman, elle a crié, papa, donc il y a un dominant, dominé, et voilà, c'est comme ça qu'on comprend. Mais non, il fallait qu'on s'excuse devant nos enfants pour leur apprendre que c'est pas gratuit. Nous, en cachette, ils ont été dormir, on s'est discuté, on s'est réconcilié. Mais on s'est réconcilié sans le montrer. Qu'est-ce que croient les enfants? Il n'y a pas de pardonner. Parce que ce que vous montrez, c'est ce que vous allez... C'est l'expérience qu'ils vont vivre un jour, mais c'est ça qu'ils vont voir. Ils vont voir que des fois on se dispute, mais on se pardonne. Et on se dit, pardonne-moi, excuse-moi pour ce que j'ai fait, j'ai été trop loin. Vous avez compris? Mais s'il n'y a pas de pardon, et si c'est pas répétitif, les enfants n'intègrent pas. Mais
Mais comme j'ai pas envie de montrer mes carences, comme j'ai pas envie de montrer que j'ai été faible, donc je vais sûrement pas le montrer à mes enfants, il y a un problème de midot. Vous comprenez que c'est que si j'ai un regard objectif si je me mets à la place de l'enfant qui le subit, je dis mais bien sûr que je vais m'expliquer, bien sûr que je vais me pardonner, bien sûr que je vais me faire pardonner, évidemment. Évidemment. Mais comme j'ai pas envie, parce que ça me rabaisse de le montrer, alors je vais pas le montrer. Et puis bon, mais il comprendra un jour, c'est pas grave. Vous avez compris ce qui se passe? Il faut être, pour avoir des mascanotes, des conclusions qui soient émettes, objectives, il y a forcément un travail de midot obligatoirement derrière. C'est pour ça que si on est des gens performants intellectuellement, mais qu'il n'y a pas un travail essentiel sur soi-même au départ, qui est en parallèle de ce travail intellectuel, on va forcément un jour, il va y avoir une sorte de confrontation entre mes intérêts personnels, ce que je veux défendre dans ma vie, et la façon dont je vais le réfléchir. On va dire même mieux que ça. Plus on peut être intelligent, et plus on va intelligemment trouver des raisons qui justifieront ce qu'on a fait de faux. C'est grave. Hein. Si quelqu'un il est bête, il dira ben, je ne sais pas quoi faire, on m'a dit je vais quand même pas faire ça, mais si je suis intelligent, je vais m'arranger intellectuellement pour justifier. Par exemple, la vente de Yosef. Dans la Torah, c'est marqué quoi? Veisnu auto, ils l'ont haï, Veikanubo, ils l'ont jalousé. Ça, c'est ce qui est marqué dans la Torah. Et ce qui est marqué dans le Midrash, c'est d'expliquer que Yosef, il s'est pris pour le roi d'Israël. Maintenant, il y a un principe de base, une halakha, que celui qui est Mored Bemalchut, celui qui se rebelle contre la royauté, Chayav Mita. Donc en vérité, Yosef, il est condamné à mort. Ça va? Partant du principe que l'interprétation du rêve de Yosef, c'était, monsieur, il a dit que tout le monde se prosterne à lui. Donc c'est-à-dire que Yehuda, qui est le roi d'Israël, il va se prosterner. C'est possible ou pas? C'est possible ou pas? Impossible. Donc forcément, comment vous l'interprétez? Ben, il s'est pris pour le roi d'Israël. Il est rebelle, donc il faut juger comme quelqu'un de rebelle. Ça, c'est ce qui est marqué dans le Midrash, qui est marqué dans la Gemara. Mais dans la Torah, c'est marqué, dans le texte de la Torah, c'est marqué la haine et la jalousie. Ça veut dire qu'intrinsèquement, il y a quelque chose qui dérange. Qui n'est pas forcément conscient chez eux, mais qui est là, qui dérange. Et ça, et donc on va s'arranger pour arriver, entre guillemets, à se débarrasser de ce qui nous dérange, en passant par une halakha. On va habiller quelque chose qui nous dérange en passant par une halakha. Ce principe-là, c'est un principe de base. On s'arrange avec ce qu'on sait. Vous comprenez? C'est un problème de midot. En vérité, le problème, c'est que je ne le supporte pas. Et c'est marqué dans Torah, lo yachlu de les shalom. Donc on ne pouvait pas parler béchalom avec lui, donc il lui dit franchement, écoute, je ne te supporte plus. Mais ce problème d'insupportabilité, il peut engendrer une halakha que j'intellectualise. Et je me trouve, moi, rassuré parce que Yosef est un rachat. Vous avez compris comment ça marche? Je peux me déconcentrer sur ma problématique de personnel parce que je me justifie, je m'explique. Comme par exemple, Yehuda, il va perdre ses enfants. Ouais. Il perd Onan. Après, sa belle-fille, elle dit, bah, écoute, il faut faire Iboum, il va épouser Sheila, le dernier enfant qui reste. Il dit, il est trop jeune, il vaut mieux que tu retournes chez tes parents, et après, quand il grandira, je te donnerai. Mais qu'est-ce qu'il dit la Torah? Il dit, mais c'est une Katlani, c'est une tueuse. Elle tue ses maris. Ça va? C'est une halakha ou pas? Bien sûr que ça existe, c'est une halakha. C'est une halakha, seulement lui, ça l'arrange. Parce que plutôt que de dire, je suis un tueur, parce qu'ici, perd ses enfants, c'est pas normal. Au lieu de dire, je suis un tueur, il dit, non, c'est une tueuse. Ça va? Et donc il va s'arranger jusqu'à ce qu'il va être modé un jour, il va dire non, elle avait raison, cette Kalimeni, c'est très compliqué d'être modé, c'est très compliqué d'avoir une capacité de penser sans ses intérêts personnels, sans défendre ses intérêts personnels. C'est dur de reconnaître ses erreurs. Mais vous avez compris que intellectuellement, si je vous dis intellectuellement, il vaut mieux reconnaître ses erreurs et de s'en débarrasser et d'être plus saine d'esprit que de garder ses erreurs et vivre avec. Pourquoi il aurait pensé que c'était lui et le tueur Parce que qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Qu'est-ce qu'il a fait Yehuda? Il a vendu Yosef. Pourquoi c'est lui qui l'a vendu? Pourquoi c'est lui qui l'a vendu? Vous avez compris? C'est lui parce que c'est l'intérêt. Vous avez compris? Pourquoi ils n'ont pas été consultés Yaakov Avinu? Parce que c'est pas dans leur intérêt. Parce que Yaakov va refuser. Et s'il refuse, qui c'est qui va souffrir? Ben c'est nous. Donc quand vous voyez des blocages dans la vie, il y a toujours quelque chose. Quand vous voyez par exemple, Abraham il va demander à Eliezer d'aller trouver une femme pour son fils. Il va dire, oh là, il autovait Ishalech, en tout cas, elle ne voudra pas venir avec moi. Où ça bloque? Quand j'entends quelqu'un me dire, je lui propose sur Eliezer, il dit, ouais, mais je sais pas, est-ce qu'elle va vouloir accepter? Envoie ton fils, c'est mieux. Je dis, pourquoi tu refuses? T'as une mitzvah. Je te demande, moi je suis Abraham, je te demande de faire une mitzvah pour mon fils, de marier mon fils. Dans la mitzvah, pourquoi tu refuses? Il y a un blocage. Vous avez compris? Parce que derrière, il y a une négia, il veut marier sa fille, évidemment. Vous avez compris que quand les gens refusent, c'est pas par hasard.
Quand les gens refusent intellectuellement, c'est parce qu'il y a forcément un intérêt personnel qui se détruit derrière. Donc il va vous dire non. Vous avez compris, l'objectivité, c'est très important. Ce que le Rav Dessler explique là, c'est très important de le comprendre parce que ça fait partie de façon courante de notre avodat Hashem permanente. Est-ce que c'est toi qui penses ou ses intérêts qui pensent pour toi? C'est pas. Quand il refuse Eliezer, par exemple, c'est pas lui qui pense, en fait, c'est ses intérêts qui pensent. On te propose une mitzvah fantastique de trouver un couple pour Eliezer, pour Israël, et qu'est-ce que tu dis? Toi, dis non, je ne fais pas. Et qu'est-ce que. Pourquoi tu refuses? Parce que dans ton intérêt, il vaut mieux que ta fille se marie avec lui qu'une autre. Donc il va forcément refuser. Vous avez vu qu'il y a des blocages intellectuels qui font partie des midotes des gens. C'est pourquoi vous croyez qu'Abraham il a refusé de donner sa fille à son fils à la fille de Eliezer? Il a dit un truc effroyable, il a dit Ata Harour, tu es maudit et moi je suis Barour. C'est effroyable, il a dit tu es Harour, tu es maudit parce que Eliezer descendait de Ham, qui était maudit par son père, et moi je suis Barour. Ven Harour, Medoubak, mais Barour. On ne peut pas coller l'un à l'autre, ça ne se colle pas. C'est quoi le problème? Mais c'est son meilleur élève. Quand il a pris Hachem, il dit je veux avoir un enfant, il dit mais sinon c'est Eliezer qui va hériter de mon héritage, j'ai pas envie, je veux avoir un enfant, personnellement un enfant. Vous avez compris? Donc il a pensé que l'héritier de sa Torah et de toute sa richesse, c'était Eliezer qui allait hériter de tout ça. Mais c'était pas dans son intérêt, il voulait absolument avoir un enfant, avoir un Avinu. Et vous avez cru que c'était pas n'importe qui Eliezer. Mais il lui a dit tu es un rour, c'est effroyable. Pourquoi c'est comme ça? Parce que Vadaï que Eliezer, dans sa tête, il est clair, il est tzaddik. Seulement il est Harour. C'est quoi Harour? C'est quoi Harour? Harour c'est Cham. Cham, qu'est-ce qu'il va faire Cham? Il va faire un calcul d'intérêt. La Gemara, il a dit là-bas, Cham il a fait un calcul d'intérêt. Il a dit voilà, on est 3 frères. On sort de l'âge de Noé, on est 3 frères. C'est-à-dire qu'on va diviser le monde, je ne sais pas si vous vous rendez compte, du monde, on va le diviser en 3. Bon, tant qu'on est 3, ça va. Mais si on est 4, comment? Non. Si on est 4, on risque d'être 2 contre 2. Et si on est 2 contre 2, Caïn et Evel, ils sont entretués. Et il y en a qui a tout perdu. Moi, je vais tout perdre, moi. Je vais de la vie, Chazé Shalom. Donc il a empêché son père d'avoir un 4e enfant. Vous avez compris? Ça, c'est Harour, ça. Harour, ça veut dire quoi? Harour maudit, ça veut dire qu'il a fait, il a eu un acte. Il a pensé bien faire, entre guillemets, mais dans son intérêt personnel. Il dit, mais tu es Harour. Ça veut dire quoi? Tout ce que tu fais, c'est dans l'intérêt de toi. Mais moi, c'est l'inverse. Moi, je suis Barour. C'est quoi Barour? C'est ce que je fais dans l'intérêt des autres. On ne peut pas s'associer. C'est vraiment ça qu'il a dit. Toi, tu vis, tu ne réfléchis que dans l'intérêt de toi, tu descends de Cham. Tout ce que Cham va décider de faire, que dans l'intérêt de soi. Vous avez compris en quoi l'objectivité est fondamentale? Il n'est pas en souffrance de ce qu'il va occasionner chez les autres. Alors que si tu te mets à la place de l'autre, objectivement, qu'est-ce que tu aurais choisi? Quand tu inverses les rôles, tu dis, toi tu décides pour les gens. Mais quand tu te mets à la place de celui qui va subir tes choix, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, ah oui, je n'avais pas pensé à ça, c'est vrai. C'est ça ce qu'on appelle l'objectivité. C'est-à-dire qu'il faut sortir du rôle qui nous correspond. Il faut savoir se mettre à la place de celui qui va subir nos décisions un jour. C'est comme Amram. Amram, il va décider, lorsqu'il va écouter Paro décider que tous les enfants qui naîtraient, il fallait les jeter dans le Nil, il va décider de divorcer. Et tout le monde, comme Gadol adore, tout le monde a décidé de se divorcer. Ils ont tous divorcé. Pourquoi? Parce que si une femme elle tombe enceinte, et que dans le doute, l'enfant qui va naître est un garçon, et qu'on va le jeter dans le Nil, est-ce qu'on n'est pas des criminels? Est-ce que quelque part, je vais devoir faire subir à une femme la souffrance de l'enfant qu'elle a conçu, qui a grandi dans son ventre, que de le mettre dans le Nil, de jeter dans le Nil? C'est acceptable ça? C'est humain ça? Non. Donc il vaut mieux qu'on divorce pour ne pas tomber dans cette problématique. Donc il a décidé qu'il fallait divorcer. Myriam, elle vient sa fille, elle lui dit papa, tu fais quelque part. Pourquoi? Parce que quand tu évites d'avoir des enfants, ben tu tues les filles qui devaient vivre. Et Paro, il les laisse vivre. Et même si l'enfant que Paro tue, il le tue, où est-ce qu'il va après la mort? Au Gan Eden. Mais là, l'enfant qui voudrait vivre, qui voudrait aller au Gan Eden, tu le prives de cette occasion de pouvoir aller au Gan Eden. Tu fais pire que Paro. Et à la suite de ça, qu'est-ce qu'il a dit à Amram? Il a épousé sa femme et ils ont eu Moshe Rabbeinu. Expliquez-moi, objectivement, comment une enfant, elle a pu remettre en cause le Gadol Hador. Est-ce que c'est un problème intellectuel? Intellectuellement, c'est possible de l'en concevoir. Est-ce qu'intellectuellement, c'est possible qu'une enfant, elle avait 8-10 ans, elle peut remettre en cause le Gadol Hador? Et tu papa, tu t'es trompé, tu as fait pire que Pharaon. Alors c'est quoi? C'est quoi la différence?
prendre conscience. Hein? Elle lui a fait prendre conscience. Mais comment il n'a pas pensé, lui? C'est ça ma question. Et parce que quand c'est inconscient... Et... Mais comment? Ben, vous avez expliqué la conséquence de l'inconscient. Mais pourquoi il n'a pas pensé? Elle lui a dit, elle l'a remis en cause. Vous imaginez l'enfant, elle est remis en cause de Gadolador. Gadolador, c'est... Il ne voulait pas voir. Hein? Il voulait pas voir. Ah, pourquoi? Comment il a réfléchi pour ne pas voir? C'est ça que je veux comprendre. Comment? Il avait peur de quoi? Mais qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas été capable de voir? Il est concerné directement. Hein? Il est concerné directement. Et là, et sa fille, pourquoi elle a vu ce que lui n'a pas vu? Ah, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, écoutez bien. Vous êtes, écoutez bien, on est des parents responsables. D'accord? Mais non. Dans la responsabilité de père, est-ce que moi je vais engendrer à ma femme, qu'elle puisse tomber enceinte et l'enfant qui va naître dans le douche, je vais le jeter dans le Nil? Est-ce que j'ai le droit de lui faire subir une souffrance pareille? Non. Est-ce que moi-même, qui vais avoir un enfant, j'ai décidé d'avoir un enfant, j'ai le droit d'avoir un enfant qu'on risque de jeter au Nil? En tant que père, j'ai le droit ou pas? C'est une halakha, je sais pas. J'aurais dit non. Mais non, mettez-vous à la place de l'enfant. Mais là, écoutez-moi bien. Moi, je suis maintenant Myriam. Bon, je suis Myriam. Voilà, je suis plus le père maintenant, je suis la fille. Voilà, je suis Myriam. Je vois Paro et je vois mon père. Je lui dis, mon père, il m'aurait empêché de vivre. Paro, il m'aurait laissé vivre. Et si j'étais un garçon, là je suis une fille, hein, si j'étais un garçon, mon père, il m'aurait empêché d'aller au lavaba, et Paro, il m'aurait tué, mais j'aurais été au lavaba. C'est qui le meilleur père? Qu'est-ce qui est le plus... Qu'est-ce qui fait le moins pire, on va dire? C'est Paro. Vous avez vu ce qui s'est passé ou pas? Quand je me mets dans la position du père, ben, j'ai décidé contre mes enfants. Et quand je me mets en position de la fille ou de l'enfant, tout à coup, ma halakha va changer. La halakha a changé. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que tu t'es mis, quand tu as choisi pour toi ou tu as choisi pour celui qui doit vivre? Est-ce que tu as choisi pour l'enfant ou tu as choisi pour toi? C'est ça le problème, vous comprenez ou pas? Quand je me mets dans la position de l'autre, tout à coup, la halakha change. Parce que je vais réfléchir dans mon intérêt. Je vais quand même pas engendrer une souffrance à ma femme comme ça. Je vais quand même être un père responsable. Vous avez vu l'image, je me suis mis dans la peau du père. Mais mets-toi dans la peau de celui qui va subir tes choix. Mets-toi dans la peau de l'enfant qui va subir ton choix. Il dit, mais moi, papa, depuis quand tu décides de ne pas avoir d'enfant, mais moi, j'ai envie de vivre. Ou alors, même si je dois mourir, j'ai envie d'aller là-bas. De quel droit tu t'es permis de faire un choix contre ma volonté? Vous avez compris? C'est ça que j'appelle de l'objectivité. C'est-à-dire que quand on décide, il faut faire très attention de ne pas tomber dans le piège de l'intérêt de soi. J'ai pas envie de tomber dans la souffrance de voir ma femme souffrir. J'ai pas envie de tomber dans la souffrance d'être un criminel potentiel. J'ai pas envie de souffrir. Je suis un homme honnête. Le problème, c'est que tu réfléchis dans ton intérêt. Tu vois? Par honnêteté, tu es un tzaddik, mais tu réfléchis dans ton intérêt personnel. Quand tu vois que ton choix, il est double, en fait, parce que quand tu décides, ça a des conséquences pour les autres. Est-ce que tu as tenu compte du choix des autres? C'est ça qu'elle lui a dit, sa fille. Elle qui subit le choix de son père, elle lui dit, mais papa, si tu avais été à ma place, qu'est-ce que tu aurais dit? Je dirais, ouais, tu as raison, j'aurais pensé autrement. Je n'ai pas le droit de décider sans tenir compte de ce que ça occasionne chez les autres. Ça s'appelle de l'objectivité. C'est-à-dire que tous les éléments sont présents. Objectivement, j'ai l'enfant et j'ai moi. Comment je vais décider maintenant, dorénavant? Vous avez compris? C'est ça que le Rav Dessler explique, qu'on est des intellectuels. C'est vrai qu'il faut réfléchir, il faut être intelligent. Mais faire attention de ne pas tomber dans le problème des midotes. Ça veut dire d'être intelligent pour soi. C'est ça le problème. Vous avez compris? Je suis intelligent pour moi. Ou alors, tu vas éliminer ton moi personnel et tu vas juger objectivement en fonction des éléments qui sont présents. Est-ce que ce que tu penses, comme si que ce que je vais gagner dans l'histoire ne m'intéresse pas? Ce qui compte, c'est ce que ça va. Qu'est-ce qu'Hachem il aurait voulu, c'est qu'est-ce qu'il doit vivre dans ce que je dois penser. Et pas dans ce que j'ai décidé, comme si que le monde était concentré sur ma vision. Ça va? Non, c'est pas comme ça qu'on réfléchit. On réfléchit, on fait un travail de midot. En parallèle, on étudie la Gemara, on apprend la Lacha, on sait exactement quelles sont les structures pensées qu'il faut penser, mais derrière, il faut faire un travail personnel. Pourquoi? Parce que quand tu vas décider, qui c'est qui va décider? Il y a un pauvre et un riche, il y a un pauvre et un riche, ils viennent au Bédine. Le riche, il réclame de l'argent parce qu'il dit que le pauvre l'a volé. Ça va? Bon, je suis juge. Ben, je dis, bah oui, le riche, le pauvre, évidemment, le pauvre a volé le riche. Est-ce que je ne l'ai pas déjà décidé? Bah oui, parce que nous, on a des stéréotypes dans la vie. Les gens qui n'ont pas d'argent, bah, ils en cherchent. Et ceux qui en ont, bah, ils en distribuent. Ça va? Donc, qui c'est qui a volé l'autre, à votre avis? Bah, forcément, c'est le pauvre qui a volé le riche. En vérité, quand j'ai vu le pauvre et le riche, bah, j'ai déjà décidé que le voleur est le pauvre et l'innocent est le riche. Bah oui, objectivement. C'est comme ça, mais en vérité, je suis parti pris dans ce que je vois. Vous savez ce que dit la Gemara? Il faut changer les vêtements. Changer leurs vêtements. Échanger les vêtements. Le riche, tu l'habilles en pauvre et le pauvre en riche. Parce que pourquoi? Parce que ce qui est marrant, c'est que tu sais qui est riche et qui est pauvre. Mais comme tu le vois riche, tu penses riche.
Et donc, tu as une capacité mentale à pouvoir faire que, objectivement, tu vas le voir autrement. Tes midotes vont changer en fonction du regard que tu as. Tu vas voir un riche dire, j'ai peut-être c'est moi qui ai volé l'autre. Vous avez compris? Peut-être que c'est le riche qui ment. Peut-être que c'est le riche qui fait croire que finalement, le pauvre l'a volé alors qu'il a envie de le détruire. Quelque part, on ne sait pas, nous. Mais seulement comme je l'ai vu riche et je l'ai vu pauvre, je dis évidemment c'est le riche qui a raison. On va pas le riche, il n'a rien à gagner de dire qu'il a été volé. Vous avez compris ou pas? Vous avez compris? L'autre, il est pauvre, qui va lui donner? Donc tous ces critères sont des critères émotionnels qui se mélangent à mon intellect et qui vont me faire faire des choix alors qu'ils ne sont pas forcément justes. Pour ça que tout le temps, il faut faire un travail de midot, ce que fait Hachem en fait, en permanence. C'est que quand on est confronté à une épreuve, il y a forcément une épreuve de midot derrière. Ça ne nous plaît pas d'être en épreuve. Mais en vérité, ça met en exercice quelque chose qui s'appelle la capacité de travailler sur soi-même. Et après, au fur et à mesure du temps, on va arriver à une forme d'émotion qui va faire que ce qui pense, c'est pas moi qui pense, en fait. C'est pas dans l'intérêt de soi. C'est ça que je vous expliquais, que Yosef, il a été vendu esclave par ses propres frères. Il se retrouve chez Potiphar. Il est accusé innocemment d'avoir abusé d'une dame. Après, il va être en prison pendant 12 ans de sa vie. Mais c'est un travail de midot qu'il va faire derrière. Pour arriver un jour à dire, Bilal, vous savez, c'est pas moi, c'est Hachem. Et ce travail, il a été fait au fur et à mesure de son existence. Il a passé par des séquences de vie qui ont fait forcément que Yosef est devenu un tzaddik, qui travaille sur ses midot. Vous avez compris? Regardez la différence de discours de Yosef. Quand Yosef, il parle de ses rêves, est-ce qu'il parle d'Hachem? Et quand il raconte à ses frères à la fin de Parashat Vaïgash, il dit, vous avez pensé le mal, mais Hachem a pensé le bien. Ouais, vous avez vu? Tout à coup, il y a un autre discours. Pourquoi le discours a changé? Parce qu'il a travaillé sur lui. Tout à coup, Hachem apparaît. Vous avez compris la différence? Vous avez compris la différence? C'est ça la différence. Qu'au départ, il a dit, voilà, j'ai rêvé, vous étiez des étoiles, vous êtes machin. Oui, ce qu'il Hachem dans l'histoire, il n'y a pas d'Hachem. Donc il dit, s'il avait dit, écoutez-moi bien, s'il avait dit, vous savez, j'ai rêvé d'un rêve. Hachem, il m'a fait rêver de quelque chose. Il dit, de quoi? Il dit, j'ose même pas vous le dire. J'ai honte. Pourquoi t'as honte? J'ai rêvé un truc, genre, ça vous met en difficulté, j'ai pas envie de vous raconter. Il dit, mais raconte. Il dit, non, franchement, j'ai pas envie de vous dire. Il dit, mais raconte. Il dit, j'ai rêvé, vous étiez des gerbes, excusez-moi, hein, vous étiez des gerbes. Est-ce qu'il aurait haï? Ben oui. Il dit, j'ai rêvé, excusez-moi de vous dire, j'ai rêvé, vous étiez des étoiles, vous prosternez à moi. Est-ce qu'ils auraient haï leur frère? Il a dit, bah, Mina Shamaïm, t'as rêvé, si tu es un gadol. Est-ce qu'ils auraient traduit avec de la haine? Vous avez vu comment la force, ça change la vie? S'il avait été un peu plus humble, s'il avait laissé passer un message différent, par humilité, les choses, elles se seraient passées différemment. C'est comme en couple. Je peux dire à ma femme, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais qu'est-ce que c'est? T'es nul, t'es machin. Ou je peux dire, vous avez des choses qui sont blessantes, ou mon mari, une femme va dire à son mari, mais qu'est-ce que tu fabriques? Mais tu fais toujours n'importe quoi. Bon, c'est vexant. Ou je peux dire, mon chéri, t'es fantastique, ma chérie, tu fais des choses extraordinaires. Dommage que ça, tu aies raté ça, dommage que tu m'as parlé comme ça m'a fait mal. Dommage, tu vois. Ou tu es une personne intelligente, dommage que tu es intelligente, dommage que tu as fait ça comme ça, dommage que... Vous avez compris la différence? Tu es intelligente, dommage. Je dis, je suis intelligente, ok, je vais faire mieux. Mais quand tu me dis, mais t'es nul, tu fais toujours n'importe quoi, à chaque fois, tu fais des bêtises, des machins. À chaque fois, c'est faux. Mais comme il m'a dit ça, pourquoi elle m'a dit ça m'a vexé, je vais forcément me mettre en colère, ou je vais forcément réprimander la personne qui me met en porte-à-faux. Vous comprenez ou pas? Ce sont des midotes. Peut-être qu'elle a raison, mais ça se dit pas. Vous avez compris? Parce que ça touche à l'amour-propre des gens. Vous avez compris? Que le jugement des choses qui sont faites sur soi-même, forcément, on va être réfractaire, parce qu'on parle de nous. Quand on parle de ce qu'on a, ça dérange pas, mais quand on parle de ce qu'on est, ça dérange. Quand on parle des autres, ça dérange même. Quand on parle de moi, ça dérange. Vous avez compris? Parce que, encore une fois, ce sont des midotes. Pourquoi, objectivement, quand on parle des gens, tu l'acceptes, et quand on parle de toi, tu l'acceptes plus? Qu'est-ce qui t'arrive? Quand tu as vu les gens comment ils font, je dis, ouais, t'as raison, ils sont bêtes. Hein. Mais quand je le dis sur toi, tu dis, ah ouais, moi bête, j'avais de la vie, mais je m'explique et je vais me justifier, ou alors c'est faux, je vais m'arranger. Pourquoi? Quand on parle de moi, ça dérange, et quand on parle d'autres, ça dérange pas? Parce que quand on parle de moi, c'est des midotes. Vous avez compris? C'est ça qu'il faut comprendre. Que tu vois bien que ton regard, il n'est pas objectif. Parce que c'est un mélange de deux choses émotionnelles qui se confondent. C'est pour ça qu'il faut faire très attention de comprendre ces principes au départ. Ne croyez pas que les gens sont des anges en face de vous. Vous avez des êtres humains en face de vous. Des gens qui vont réagir. Donc quand vous avez cette appréhension au départ, vous pouvez réfléchir différemment. Quand vous êtes en couple avec votre mari, ouais, c'est efficace de réprimander les gens. Ou avec vos enfants, c'est efficace de réprimander les enfants. Mais est-ce qu'au fond, vous les avez éduqués? Est-ce que la personne a changé?
Est-ce qu'elle a compris? Non. Elle a juste fait, maman elle a dit, je fais comme elle a dit, mais bête et méchant. Alors que nous, on ne veut pas bête et méchant. On veut qu'il ait compris la nécessité des choses. On veut mettre des valeurs dans ça. Alors il faut avoir des fois la patience d'expliquer. Comme Yaakov Avinu, il va s'expliquer devant son fils. Il va dire, je sais que je te demande une chose difficile. Je te demande de m'enterrer en Israël alors que je sais que tu es ministre, tu es un des vice-rois d'Égypte. Je sais que c'est difficile de te libérer. Et je t'en prie, je ne veux pas t'enterrer là. Je te demande de faire un sacrifice pour moi. Mais ce que je n'ai pas fait à ta mère, parce que je ne l'ai pas enterré en Eretz Israël, c'est un problème. Et je sais que tu m'en veux pour ça. Vous avez compris, il est dans la souffrance de l'autre. Il sait qu'il demande une chose qui est contraire à ses intérêts, à l'intérêt de l'autre, mais il est en souffrance pour l'autre. Et donc il va lui expliquer, je vais essayer de m'expliquer, de me justifier devant mes enfants. C'est difficile parce qu'en tant que parent, on n'a pas envie de se justifier. On n'a pas envie de se rabaisser. On n'a pas envie de s'expliquer devant les autres. C'est pas moi qui vais t'expliquer. T'as qu'à comprendre, c'est pas grave. T'as pas compris, c'est pas grave. J'ai pas de problème, moi. Vous avez compris? C'est un travail de midot. Donc si je veux que mes enfants soient sereins, soient clairs, et qu'il n'y ait pas des tares dans leur tête parce que monsieur ou madame, elle pense qu'elle n'est pas de s'expliquer, ouais, bah l'enfant il va penser, qu'est-ce qu'il va penser? Il ne pourra pas penser parce qu'il ne sait pas. Ou il va penser l'inverse. Vous avez compris? Je n'ai pas le droit de laisser le Yetzirara rentrer dans le jeu, parce que quand on ne sait pas, tout de suite le Yetzirara il rentre. Vous avez compris? Yaakov il est super, mais il n'a pas enterré ma mère. Tu as vu ton père comme il est super, ce disant? Vous avez compris? Il faut faire très attention à ça, faire très attention de rester objectif, ça veut dire de réfléchir toujours en fonction des midotes. Il faut que je me dise, est-ce que je ne le fais pas que pour moi finalement? Vous avez compris? Est-ce que ce que je pense finalement, c'est pas dans l'intérêt de moi? C'est très important de le conjuguer avec soi-même, tout le temps en permanence, parce que sinon, c'est peut-être pas une avodat d'Hachem, c'est une avodat de soi. Quand on dit quelqu'un qui s'énerve, il fait avodat zara, c'est pas de la religion, c'est d'expliquer que si je m'énerve, c'est que Dieu s'est trompé. Bah oui, c'est ça le problème. Que Hachem s'est trompé. Il m'arrive un truc, je me suis énervé. Comme si qu'il m'avait envoyé quelque chose pour m'énerver. Non, il m'a envoyé quelque chose pour que je l'accepte, pour que je le vive avec. Parce que quand je m'énerve, c'est que Dieu n'est pas là. Ça, c'est un problème d'avodat zara. C'est ça, il faut faire très attention de conjuguer sa vie avec ce qui se passe pour pouvoir être sûr et certaine de penser juste. Chazak, Milan, Chazak, Ubaruch.